Bienvenue, mesdames et messieurs les élus. Merci d'être présents aujourd'hui. Je crois que c'était important qu'on se retrouve ce matin sur une thématique, et je ne sais pas si derrière, il y en a qui assisteront à l'autre table ronde qui porte aussi, hélas, j'allais dire, sur la question des violences aux élus cette fois-ci. Et comme vous le savez, évidemment, si vous êtes ici, on est à 2 jours de la journée internationale consacrée à ces sujets. Donc je crois que c'était important. Et l'AMF et Alexandre Touzet, qui portent ces questions ici, ont bien choisi la date. Malheureusement, sur un sujet dont on doit parler, qui n'est pas simple. Lorsque je me suis penché sur ces questions, sans en être un expert et un spécialiste, et en discutant avec celles et ceux qui vont intervenir, je me suis aussi interrogé pour savoir, hein, puisque je côtoie très souvent les élus, je me dis, mais est-ce que c'est cette société qui est devenue du coup peut-être plus violente? Est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes? Est-ce que c'est devenu un sujet de société? Parce que la société est aussi en souffrance, en difficulté, en fragmentation. Et je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont regardé la dernière étude sur l'état de l'opinion des Français, le baromètre de l'opinion, où les chiffres ne sont pas excessivement réjouissants, puisque j'en ai noté 3 comme ça. 91% des Français, 91% des Français ont l'impression de vivre dans une société de plus en plus violente. 82% des Français se sentent en colère. Et 75% des Français ont comme premier réflexe lorsqu'ils croisent quelqu'un la défiance. Voilà, donc peut-être que ce contexte est à intégrer, à prendre en compte. Et oui, voilà. Donc on va aussi essayer de trouver des raisons d'espérer, d'avancer avec une logique qui va être la nôtre tout au long de cette matinée, qui est courte en même temps, qui va être d'essayer de comprendre de quoi on parle. Oui, je me tourne vers vous. Qui va être aussi de voir comment on peut observer, de voir quelle est l'importance justement de l'échelon local, des élus, des collectivités, dans ce phénomène qui est après tout multifactoriel, complexe. Et donc on va avoir avec des associations, des représentants évidemment des forces de police et de gendarmerie, des éléments très concrets. Vous verrez qu'à la fin il y a un guide qui vous sera distribué, qui a été fait par l'AMF justement pour rassembler des choses très opérationnelles sur toutes ces questions qui sont d'importance. Je vais peut-être pour commencer demander à Cécile Gallien, qui est maire de Voray et coprésidente du groupe de travail égalité femmes-hommes de l'AMF, peut-être d'introduire ce débat et de nous expliquer pourquoi, je crois, madame, que c'est devenu une grande cause pour l'AMF et un combat très important, et nous expliquer pourquoi cet enjeu aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous avez tenu à en faire un atelier spécifique. D'abord, je vous salue tous et toutes et vous remercie de votre présence. Alors, ma coprésidente Edith Guignot, qui est maire de Bourbon-Lancy, va nous réunir. Nous avons créé il y a 7 ans au sein de l'AMF un groupe de travail sur l'égalité hommes-femmes, mais qui embrassait des problématiques très larges, la parité, la présence des femmes en politique, mais bien sûr la lutte contre les violences intrafamiliales, mais surtout faites aux femmes, parce que ça reste encore le cas. Vous savez que tous les 3 jours, une femme meurt en France sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint. Les tentatives d'homicide ont quasiment doublé au sein du couple récemment. Et la pire des choses, peut-être pas de pire des choses, mais toutes les 3 minutes, un enfant est agressé sexuellement. Voilà. Alors vous parliez de violence. Nous, les maires ruraux, urbains, on est au cœur de la société. On essaie avec nos collègues d'être des humanistes et de ne rien laisser passer. En tout cas, ce guide qui vous est proposé permettra, j'espère, à tous les maires ou élus locaux dans les quelques 35 000 communes de France de faire en sorte qu'une femme, un enfant, quelqu'un, un homme qui se sent, qui est agressé, qui se sent violenté, trouve un écho. Alors évidemment, il peut trouver un écho dans les mairies, il peut trouver un écho auprès des associations, il peut trouver un écho, et je dois dire que je pense que les choses ont progressé avec la gendarmerie, avec la police, même s'il faut qu'on arrive à mailler complètement ce territoire français.
Moi, je suis maire depuis 15 ans d'une commune de 1500 habitants dans le Massif central. Et j'ai déjà, on va dire, extrait ou protégé 3 femmes d'âges différents violentées au sein du couple. Voilà. Et on a travaillé évidemment avec les relais qu'on a pu trouver, mais c'est pas si simple. C'est pas si simple. Voilà. Mais donc on est tous ici présents pour être plus efficaces, pour faire en sorte que la violence diminue, si on peut y contribuer. En tout cas, c'est aussi le souhait de l'AMF qu'on puisse, ensemble, entre collègues et avec l'ensemble des partenaires qui sont présents ici. Il y a aussi la justice qui travaille à nos côtés. Il y a les départements qui travaillent à nos côtés sur l'enfance en danger. Enfin, voilà, les forces de l'ordre et toutes ces associations, le CIDFF qui est très présent sur les territoires, et d'autres que je ne vous m'excusez de ne pas citer, les CCAS, voilà, l'Union des CCAS et d'autres acteurs. Donc il faut qu'on arrive à faire en sorte que cette violence diminue, et on est aussi là, nous, maires, pour ça, pour faire en sorte que sur nos petites communautés de vie, que sont nos communes, nos quartiers, nos grandes villes ou nos grandes métropoles, on puisse faire baisser cette violence et dire non, et apporter des solutions aux victimes, mais aussi peut-être traiter les agresseurs. Voilà, pour que la récidive soit de moins en moins nombreuse. Et voilà. Donc je m'en arrêterai là. L'idée de cette table ronde, c'est d'apporter des témoignages positifs, difficiles aussi peut-être à entendre, mais surtout des solutions. Voilà, merci à tous en tout cas. Merci beaucoup pour cette introduction et ces éléments de contexte. Alors comment ça va se passer? Vous l'avez vu, on a un certain nombre d'intervenants. Alors je crois que normalement j'ai des noms qui apparaissent. Je ne sais pas si ça va marcher. Voilà. Clémence Pajot qui est là, la directrice générale de la Fédération nationale des centres d'information sur les droits des femmes et des familles. Harmonie Le Cerf-Meunier qui est là, qui représentera à la fois l'UNCAS, adjointe à la mairie de Bordeaux. On a évidemment les forces de police et de gendarmerie. Charlotte Huns, qui est commissaire de police, référente nationale sur les violences intrafamiliales. Dorothée Cloître, je crois que vous êtes colonel maintenant. Non, voilà, on vous appelle colonel. Laurent Puech, qui dirige l'Association nationale d'intervention sociale en gendarmerie et en commissariat. Françoise Brie, je ne sais pas si elle est là. Je ne l'ai pas vue arriver encore. Vous êtes là, vous êtes caché, mais vous devez être là. Mais oui, parce qu'après, du coup, je ne sais plus, moi, je suis tout perdu. Voilà, c'est bien. Mettez-vous à côté, là. Voilà. Comme ça, c'est plus facile pour les intervenants, pour que je passe les micros. Et puis, normalement, on sera rejoint tout à l'heure, en fin de table ronde, par Bérangère Couillard, la ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances de la France, qui viendra assister à la fin de nos travaux et nous faire part de son sentiment sur le sujet. Moi, la première question que j'avais, le sentiment qui me semblait important, c'était aussi de savoir d'abord de quoi on parle concrètement, de comprendre ce que sont ces violences. Et pour ça, je vais me tourner vers les associations, peut-être pour un premier élément, vous deux, soit Clémence, soit Françoise, pour nous dire un petit peu, pas simplement les chiffres, mais aussi peut-être de quoi on parle, en quoi ça consiste, qu'est-ce que sont ces violences, comment elles évoluent. Alors à tour de rôle, peut-être pour nous donner des éléments un peu de contexte et de compréhension, vous passerez le micro pour quelques instants. Merci beaucoup. Merci de votre invitation à cette table ronde. Moi, je suis vraiment ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Vous pouvez vous lever si vous avez envie qu'on vous voit aussi. Vous faites comme vous voulez. Je suis à vos côtés. Et vous pouvez venir à côté de moi, vous allez voir, c'est sympa aussi. Je ne tombe pas le dos. Alors, les violences, de quoi on parle ? On va parler beaucoup des violences conjugales ce matin, mais je pense que c'est important d'inscrire les violences conjugales dans un continuum de violences que subissent les femmes et qui vont du sexisme aux violences. Effectivement, il y a les violences conjugales, il y a les violences sexuelles. Et au sein des violences conjugales, il y a le harcèlement de rue. C'est vraiment un continuum de violences que subissent les femmes et une très grande proportion de femmes tout au cours de leur vie. Et au sein des violences conjugales, ou plus exactement des violences dans le couple ou l'ex-couple, on a différentes formes de violences qui s'exercent. On parle beaucoup et on a souvent dans les représentations des violences physiques, mais la majorité des violences, elles sont d'abord psychologiques. Et puis on a aussi des violences administratives, des violences sexuelles, c'est de tout ça dont on parle. Aujourd'hui, en 2022, en France, c'est 244 000 femmes qui se sont signalées auprès des forces de l'ordre, avec quand même une augmentation de 15% des signalements. Mais il faut savoir que c'est la face immergée de l'iceberg.
puisque les études de victimologie montrent que finalement le nombre de femmes victimes de violences dans le couple ou dans l'ex-couple au cours de la vie est beaucoup plus important. C'est environ 1 femme sur 10. Les femmes victimes de violences sexuelles, c'est également 94 000 viols qui sont signalés en 2022. Donc il faut avoir l'ensemble de ces chiffres en tête et avoir en tête que c'est encore une fois une partie seulement des violences qui sont signalées. On a déploré et compté 112 féminicides en 2022. Il faut savoir que la majorité de ces féminicides ont lieu dans la ruralité. C'est peut-être un point aussi qu'on abordera tout à l'heure. Et c'est contre l'ensemble de ces phénomènes que nous, associations, nous luttons depuis longtemps. Peut-être l'occasion de présenter du coup votre Fédération nationale des centres d'information des droits des femmes et des familles qui a fêté ses 50 ans l'année dernière. Tout à fait. Alors les CIDFF, ce sont des associations qui ont été créées à l'initiative de l'État il y a 50 ans pour apporter une réponse de proximité aux femmes sur leurs droits, apporter une information juridique pour favoriser, développer l'autonomie et favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc sur les violences, la lutte contre les violences faites aux femmes, nous avons vraiment une réponse de proximité qui vise à proposer aux femmes un accompagnement global à travers donc, des équipes pluridisciplinaires, nos associations qui sont présentes sur tous les territoires, dans tous les départements de l'Hexagone, mais aussi dans certains territoires d'outre-mer, ont des équipes pluriprofessionnelles composées de juristes, de psychologues, de conseillères en insertion professionnelle. Et c'est à travers justement ces différentes approches que nous répondons aux besoins des femmes victimes de violences. L'année dernière, c'est 48 000 femmes victimes de violences sexistes et sexuelles que nous avons informées et accompagnées. Alors je crois que un mot qui est essentiel dans la démarche qui est la vôtre, mais que vous partagez certainement avec Françoise, c'est le aller vers. C'est-à-dire que c'est d'aller vers. Et du coup, comment est-ce que vous travaillez ou comment est-ce que vous souhaiteriez travailler justement avec les élus, les collectivités locales, puisque notre maître mot aujourd'hui, c'est de comprendre la proximité et l'importance du local. Comment vous faites concrètement et de quoi vous auriez envie et besoin? C'est le moment d'en parler. Alors pour aller vers, on anime des permanences juridiques dans un certain nombre de lieux, comme par exemple les CCAS, mais aussi dans des maisons des femmes portées par des collectivités. On anime des permanences dans des centres commerciaux. On a également des dispositifs aller vers, c'est-à-dire des bus itinérants qui vont au-devant des publics. C'est 2400 permanences d'information juridique que nous animons partout sur le territoire, dont 500 permanences dans la ruralité, parce que c'est important d'aller au-devant de ces publics, et notamment des publics qui sont les plus éloignés de leurs droits. Et d'ailleurs, souvent, les femmes, quand elles nous sollicitent, ce n'est pas toujours sur la question des violences. Souvent, elles viennent vers nous parce qu'elles ont, en nous posant, elles ont une question, elles ont besoin d'être informées sur leurs droits, par exemple dans le cadre d'une séparation ou d'un divorce. Et nous, on procède au questionnement systématique, ce qui nous permet de détecter parmi les 400 000 femmes que nous informons chaque année, des femmes qui sont victimes de violences et qu'on peut ensuite informer, accompagner. On travaille toujours dans une démarche partenariale avec bien sûr d'autres associations, les associations de la FNSF que Françoise va présenter tout à l'heure, mais aussi avec l'ensemble des acteurs des territoires et en premier les collectivités territoriales qui sont pour nous des partenaires majeurs dans ce travail justement de lutte contre les violences faites aux femmes, de protection, de mise à l'abri, mais aussi de prévention des violences, puisqu'il y a aussi ce volet qui est extrêmement important et sur lequel on a des partenariats de longue date avec les collectivités, sur tout le volet prévention, notamment auprès des publics scolaires. Mais on y reviendra et vous interviendrez aussi. Alors c'était important que vous puissiez présenter dans un premier moment tout ça. Du coup, comme vous l'avez annoncé, on va peut-être demander à Françoise Brie, la directrice générale de la Fédération nationale Solidarité Femmes. Alors vous pouvez parler de votre siège, venir à côté de moi, ce qui est bien pour vous. Merci, je préfère venir là. Eh bien voilà, ça me fait plaisir. Oui, bonjour à et la même question d'essayer de comprendre de quoi on parle et puis de présenter un petit peu dans un premier moment votre association et votre structure. Oui, donc Solidarité Femmes, nous avons d'abord un peu plus près, créé la ligne d'écoute nationale 3919 Violence Femmes Info en 92, et on vient de sortir les données du 3919 hier. Donc 13 000 appels pris en charge chaque année. Et la majorité sont des femmes victimes de violences sexistes et principalement des violences conjugales. Juste pour dire que c'est un numéro qui est très utilisé par les femmes, mais qu'on a quand même des
trous, je dirais, pour les femmes victimes de violences, et en particulier en milieu rural. C'est-à-dire qu'on a moins de femmes qui appellent la ligne d'écoute comparé aux données INSEE de la population générale. Ça veut dire que le numéro est peut-être moins connu. Et donc, on a élaboré différents partenariats, en particulier avec la Gendarmerie nationale, d'ailleurs, pour faire connaître le numéro sur des sachets de baguettes de pain, sur d'autres outils pour permettre cette accessibilité. La ligne d'écoute, elle est anonyme, gratuite, confidentielle. Elle est aussi accessible pour les personnes malentendantes. Et on a également, depuis ce mois de novembre, permis une traduction simultanée pour les femmes allophones. Ce qui est aussi important puisqu'on sait que ces femmes sont souvent très menacées et les plus en danger. Parce qu'elles ont effectivement des difficultés de compréhension de la langue et de la façon dont on fonctionne dans nos différents dispositifs. Solidarité Femmes, c'est aussi 81 associations en France avec 5000 places d'hébergement spécifiques pour les femmes victimes de violences et aussi des centres d'accueil, ce qu'on appelle les LEAO, accueil de jour, qui assurent un premier accueil hors hébergement. Et qui sont présents dans tous les départements, puisqu'il y a avec les CIDF un LEAO ou un accueil de jour par département. Donc ce sont aussi des dispositifs très importants pour que les femmes puissent avoir un accompagnement global, psychologique, juridique, social, et en même temps aller vers la sortie de la violence et l'émancipation. Notre rôle, c'est aussi d'évaluer le danger, justement pour pouvoir ensuite prendre des mesures de protection avec les femmes qui vont des ordonnances de protection au TGD à une mise en sécurité en centre d'hébergement, mais aussi en lien avec les forces de l'ordre et la justice pour que les femmes puissent trouver une réponse judiciaire. Il y a quelque chose que je voudrais dire, c'est que notre action, elle s'inscrit dans les politiques publiques, bien sûr, à la fois nationales, les plans nationaux d'action de lutte contre les violences, mais aussi localement dans un certain nombre d'instances. Je pense que vous connaissez les CLSPD, mais aussi des réseaux de violences, enfin de travaux en tous les cas autour des violences qui sont différents d'un département à l'autre. Et c'est vrai que c'est important qu'on puisse être inscrite en tous les cas dans tous ces réseaux locaux pour pouvoir en tous les cas être en lien avec les élus de toutes les communes et travailler ensemble sur l'amélioration du parcours des femmes. Et puis un dernier point, c'est que je pense qu'il y a aussi des textes internationaux qu'il faut connaître, qui sont aussi très importants et qui organisent aussi les politiques publiques, y compris au niveau local. C'est la Convention d'Istanbul. Je pense qu'il faut s'intéresser à cette convention qui vient du Conseil de l'Europe et qui parle de politique intégrée, c'est-à-dire comment, ensemble, institutions, associations et communes, pouvons exercer ensemble une action conjointe pour faciliter la sortie des violences pour les femmes. Merci pour toutes ces précisions. Une petite question, puisqu'on est là ici pour ça aussi, c'est un peu la même que pour Clémence, sur l'importance du local, de la proximité, la manière dont vous travaillez aujourd'hui avec les élus et vos espoirs, vos attentes ou vos envies avec les collectivités. Alors nous, évidemment, comme beaucoup d'associations, on est très proche des communes parce que la proximité est évidemment essentielle pour les femmes. Donc c'est d'abord la participation aux instances locales de concertation avec différents partenariats. C'est de pouvoir, par exemple, animer aussi des observatoires, qui soient départementaux ou régionaux. Donc on a plusieurs associations qui sont impliquées en ce sens. Ensuite, c'est vrai que nous, on souhaite pouvoir être au plus près des femmes et donc organiser des permanences déconcentrées dans les communes. La fédération travaille avec des réseaux de proximité, de bénévoles formés, sensibilisés, avec lesquels on peut mieux repérer les femmes victimes de violences et donc évidemment être en lien avec les communes. Je pense par exemple à l'hébergement. Comment on peut aussi mettre à disposition des associations des appartements qui peuvent être, je dirais, en bail associatif, mais aussi gérés par les CCAS et ensuite nous pouvons intervenir dans l'accompagnement spécialisé. Et puis le logement, bien sûr, il y a important aussi pour les femmes d'obtenir un logement. Et donc, il y a beaucoup d'initiatives des communes de mettre à disposition des logements tous les ans, au moins un par commune ou deux, selon la taille, pour qu'elles puissent être relogées après avoir été hébergées.
Merci beaucoup pour ces premières précisions. Vous aurez évidemment l'occasion d'intervenir, mais l'idée, c'est aussi après de pouvoir laisser le maximum de place aux questions. Vous pouvez éventuellement rejoindre votre place, sauf si vous voulez rester avec moi. J'en profite pour saluer l'arrivée, mais ça avait été annoncé, d'Edith Gueniot, la maire de Bourbon-Lancy, qui est aussi coprésidente du groupe de travail égalité femmes-hommes à l'AMF. Madame la coprésidente, votre coprésidente a déjà évoqué un certain nombre d'éléments de contexte. Est-ce que vous voulez dire quand même un petit mot pourquoi c'est important pour vous et ce sur quoi vous voulez insister? On a parlé un petit peu du guide, on a parlé aussi du combat que vous menez, mais ça me semblait important de le rappeler. Bonjour à toutes et à tous, excusez ma voix. Voilà, simplement pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes très heureuses, Cécile Gallien, au nom de l'AMF, d'avoir ce groupe de travail qui nous permet d'avancer. Alors, c'est vrai que je sais pas ce que Cécile a dit. Ça, on va vérifier si vous êtes bien en phase. Voilà. Mais on était, la première fois que nous avons eu la possibilité de nous exprimer en tant que femmes, mais pour militer sur cette grande cause nationale qui est la violence faite aux femmes, c'était aussi de parler de parité et d'égalité femmes-hommes, parce que je pense que c'est l'enjeu majeur aujourd'hui pour avoir une société apaisée, d'avoir effectivement une égalité entre les femmes et les hommes. Et c'est un sujet assez récurrent, mais l'égalité passe aussi depuis l'enfance, petite fille, petit garçon. Et effectivement, il y a plein de politiques qui doivent amener à cette égalité. Donc le chemin sera long, mais nous sommes là pour accompagner et œuvrer pour ce... Et je crois que vous êtes soutenu aussi évidemment par le président David Lisnard qui en a fait au début de ce mandat un moment important pour l'AMF, en considérant que ça devait être une de nos priorités. Tout à fait, tout à fait. On remercie d'ailleurs notre président, qui nous laisse toute latitude pour agir, pour faire des propositions. Et moi, je suis ravie qu'il y ait aussi autant de monde aujourd'hui, parce que c'est ensemble que nous réussirons. Les maires des communes qui sont fortement aujourd'hui impactées par les violences de tout genre, mais aussi les violences faites aux femmes, mais avec une déclinaison sur la violence intrafamiliale et la violence pour les enfants qui sont co-victimes. Et aujourd'hui, on a beaucoup à travailler sur ce sujet. Eh ben, merci beaucoup pour ces précisions. Et évidemment, vous intervenez quand vous voulez au moment des questions et des réponses. Alors, on parlait de la proximité, de la nécessité parfois d'observer, de découvrir. Et c'est souvent dans le cadre de la mise en œuvre de politiques publiques ou au sein, par exemple, du CCAS qu'on peut apercevoir des situations. Et du coup, vous l'avez compris, je vais demander à Harmonie Le Cerf-Meunier. Vous êtes adjointe en charge de l'accès aux droits et des solidarités à la mairie de Bordeaux, vice-présidente du CCAS de Bordeaux, et vous représentez ici l'INCAS. J'ai compris que tout le monde venait à mes côtés, du coup c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup. Peut-être effectivement nous parler de ce qui pour vous est un axe essentiel, c'est-à-dire cette proximité. Il y a un lieu pour s'apercevoir des choses et c'est là qu'on peut commencer à traiter les choses. Oui, c'est ça. Pour commencer, vous disiez de quoi on parle. Alors pour nous, les communes et les CCAS, de quoi on parle? On parle de femmes qui arrivent à l'accueil de la mairie avec leurs enfants, avec des valises, parfois avec des traces de coups, parfois en état de choc. On parle d'un maire de quartier et de ces équipes qui partent en urgence dans une école retenir des enfants à la sortie de l'école parce que la mère vient d'être abattue au domicile par le père de famille. On parle pour nous, Bordeaux, d'une femme brûlée vive sur le trottoir. On parle de femmes qui descendent du train dans nos grandes villes parce qu'elles doivent se sauver, ou au contraire qui sont dans des plus petites communes et qui savent qu'il y a un hôtel social dans la commune et tout le monde sait où il est et qu'elles ne pourront pas en tout cas être cachées si elles se sauvent. Donc face à ça, nous avons effectivement, vous le disiez, ce rôle de proximité. Les gens connaissent la mairie, connaissent le CCAS et viennent, se tournent vers nous. Et en plus, on est hyper présent sur le territoire. Nous avons les hôtels de ville, les mairies de quartier, les mairies d'arrondissement. On a les écoles, les bibliothèques, les musées, différents services publics que l'on retrouve partout. Et donc, on se doit d'agir face à un phénomène qui est d'ampleur. On rappelait quelques chiffres, je vais en donner d'autres. On parle de 45 interventions toutes les heures sur le territoire français pour des violences intrafamiliales, 250 viols ou tentatives de viol chaque jour. Un nombre important de féminicides et un nombre très important, ça a été vraiment mis à jour ces dernières années, d'enfants victimes d'inceste.
Donc on se doit d'avoir un engagement qui soit total, autant politique que administratif. Ça passe par l'organisation des conseils municipaux. Moi, je suis élue en charge principalement du CCAS, mais l'élu qui est en charge de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les violences est Claudine Bichet, qui est la première adjointe de la ville de Bordeaux et l'adjointe en charge des finances. Sur les questions de proximité, ce que l'on peut faire, c'est traiter ces problématiques, mais aussi les prévenir. Alors les traiter, on n'est ni la police ni la justice, mais nous avons un rôle d'accompagnement social, de premier accueil dans tous ces services publics. Et donc, on se doit de pouvoir accueillir les femmes, les enfants et de les orienter de manière extrêmement efficace. Dans ce genre de situation, on n'a pas droit à l'erreur. À partir du moment où une femme vient vers nous et fait un signalement, il faut qu'il soit traité de manière très efficace, c'est-à-dire que nous avons sur les territoires diverses conventions de partage des publics. À Bordeaux, nous avons une convention d'exercice concerté avec le département. Nous ne nous occupons pas de l'accompagnement social des familles avec enfants mineurs à charge. C'est le département. Pour autant, il ne s'agit pas, lorsqu'une femme vient nous voir, de lui donner l'adresse du département sur un bout de papier d'une MDS et de lui dire « c'est là-bas, bon courage ». Là, dans ces situations-là, on a vraiment besoin d'accompagner les personnes, d'avoir une très bonne connaissance et un très bon partenariat du département, de leur service, d'avoir des travailleurs sociaux, des intervenants sociaux qui se connaissent, qui savent se téléphoner, qui accompagnent la personne pour être sûr qu'elle ne se perde pas en route ou qu'elle ne revienne pas au domicile un peu par dépit. Et puis, nous avons besoin de former les travailleurs sociaux, mais aussi de sensibiliser l'intégralité des agents et des agentes, parce que la sensibilité, elle est très importante dans le repérage des violences faites aux femmes, de comprendre quelque chose qui est dit un peu subtilement, qui est dit à demi-mot, de se rendre compte que la personne n'a pas dormi depuis plusieurs jours, a des traces de coups, est en état de stress intense, y compris pour les enfants. Et donc pour ça, nous avons un programme dans les villes, dans les CCAS. Alors c'est différent suivant les villes, mais à Bordeaux, on a un programme très large de formation et de sensibilisation, y compris des élus dans leur relation avec les agents et les agentes, puisqu'on parlait de l'ampleur du phénomène, qui nous indique qu'en fait, il y a des victimes et des auteurs partout, y compris dans nos agents, dans nos agentes, y compris chez les élus. Donc on a un programme de formation très large. On a formé l'état civil, on a formé les musées, on a formé les bibliothèques, on a formé 90% du personnel qui travaille dans les écoles. Et puis notre deuxième rôle de prévenir, il passe par nos capacités à communiquer sur les territoires. Nous avons, ça dépend de taille des mairies, mais des services de communication. On peut faire de la communication sur l'espace public, vous savez, sur les sucettes de co, sur les panneaux d'affichage, y compris sur les violences. C'est plus difficile, mais on ne parle pas que d'égalité, il faut parler des violences, des chiffres des violences et de ce qu'elles sont. Et puis on peut communiquer dans tous nos services publics, dans tous nos accueils, dans les toilettes publiques. Vous savez, quand une femme a besoin de prendre des numéros, de prendre des informations, elle ne va pas le faire devant tout le monde et noter sur un carnet dans une salle d'attente ou dans la rue. Et donc il faut qu'on soit là où il y a des moments d'intimité, et les toilettes publiques et les endroits où on change les enfants sont des moments qui sont propices à ça. Sur la communication, on peut aussi organiser des distributions de matériel. On l'a fait avec les violentomètres, les sacs dans les pharmacies. Donc on mobilise aussi les commerçants, les pharmaciens, les boulangeries. On mobilise aussi sur le dispositif Demandez Angela, qui est un dispositif dans les commerces, dans les transports publics, dans les lieux publics, qui permet aux femmes d'aller dire j'ai rendez-vous avec Angela, je cherche Angela, qui est un mot de code en fait, pour signaler que la femme est en danger, qu'elle est en danger immédiatement, suivie, poursuivie. Ou qu'elle se sauve, qu'elle a besoin d'aide. Et donc on forme les commerçants et les gens qui reçoivent du public à ça. Et puis, on doit travailler évidemment sur la lutte pour l'égalité, puisque on ne va pas résoudre les violences faites aux femmes en ne traitant que les femmes victimes de violences, mais on doit aussi travailler sur l'égalité, et ça c'est extrêmement important. Ça commence par l'égalité dans l'espace public, l'aménagement de l'espace public. Nous avons à Bordeaux, par exemple, un
grand programme de réaménagement de toutes nos cours d'école et de toutes nos cours de crèche, que l'on appelle à Bordeaux les cours buissonnières, mais qui ont pour but, il y a des buts écologiques, de désimperméabiliser les sols, mais aussi de réorganiser ces espaces qui sont bien trop souvent genrés, avec les garçons qui prennent plus de place, les filles qui sont au bord. Et donc on a tout ce travail dès l'enfance, par l'éducation, d'être sur l'égalité entre les genres. Vous avez abordé presque tout ce qui était prévu, donc je n'ai pas une vraie question, mais en même temps, ce que j'entends, moi, ce qui m'intéressait, c'est peut-être deux choses. Alors évidemment, la ville de Bordeaux, on imagine bien que ce n'est pas forcément toujours les mêmes moyens ou les mêmes capacités qu'un certain nombre de collectivités, donc, mais que globalement, ça fonctionne parce qu'il y a une mobilisation de tous, que c'est comme si on mettait en place une sorte de politique publique un peu transverse, avec ça comme intention et comme destination. C'est ça qu'on raconte dans ce que j'entends de ce que vous dites. C'est ça, c'est la transversalité, c'est dans toutes les politiques publiques qu'il faut avoir une attention sur la question de l'égalité, de la lutte contre les violences. Vous parliez de mise à disposition, par exemple, de patrimoine. Donc on a du patrimoine dans toutes les villes, il y a du patrimoine qui est mis à disposition d'associations, de clubs sportifs. Et il faut que dans cette mise à disposition de patrimoine, on pense aux points relais info qui doivent s'installer, parfois temporairement, parfois de manière plus pérenne, aux baux glissants, aux appartements pour les femmes victimes de violences. Alors même si on a des problèmes très importants sur le logement et l'hébergement d'urgence, pas uniquement des femmes victimes de violences, et qu'aujourd'hui, les villes, leurs CCAS sont submergées par les demandes de toutes parts, par le sans-abrisme, y compris des enfants, et que ça vient impacter nos capacités à répondre sur ces questions-là. Mais bon, on doit tout de même s'en faire une priorité. Et puis aussi, en tant qu'élus, nous recevons des mails toutes les semaines de femmes qui cherchent un appartement en urgence. On se doit de mettre en place des circuits vraiment de relais de ces mails et de priorisation de ces demandes d'hébergement, de logements sociaux lorsqu'il s'agit de femmes victimes de violences. Mais merci pour toutes ces premières précisions dans un premier tour de table. Ce que j'ai entendu aussi peut-être, et je vais me retourner de nouveau vers vous, Clémence, François, sur la dimension de la formation et de la professionnalisation. Je crois que ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire les choses dans vos associations avec les gens qui reçoivent, de même qu'avec les élus ou avec les personnels, sans une vraie professionnalisation pour éviter soit de commettre des erreurs, des impairs. Est-ce que c'est une dimension qui est vraiment essentielle dans la réussite du dispositif ? Oui, c'est une dimension essentielle et c'est peut-être le point le plus long. C'est à la fois élever le niveau de conscience et de conscientisation sur ces violences. On a beaucoup parlé de MeToo comme un moment où la parole des femmes s'est libérée, mais en fait, ce qui s'est passé pendant toute cette période et cette mobilisation, c'est surtout une libération de l'écoute. C'est-à-dire qu'on a commencé à entendre et à mieux écouter et comprendre ce que vivaient les femmes victimes de violences et à comprendre aussi que c'était un phénomène structurel qui nécessitait d'avoir des politiques structurelles. Alors, sur la formation, nous, on intervient beaucoup sur la formation des professionnels et des élus pour à la fois leur permettre de bien comprendre les mécanismes des violences, des mécanismes comme l'emprise, qui expliquent pourquoi, par exemple, les femmes peuvent porter plainte et puis ensuite retirer leur plainte, quitter le domicile conjugal et puis y retourner. On parle aussi, on explique des phénomènes de violences nouveaux, comme par exemple les cyberviolences, qui sont des nouveaux moyens pour contrôler, pour harceler et humilier. Et puis, on forme aussi les professionnels et les élus, qui sont encore une fois vraiment des référents de proximité. Très souvent, les femmes, elles se tournent en premier vers les élus ou vers les secrétaires de mairie pour dire « j'ai besoin effectivement d'un hébergement en urgence, j'ai besoin d'un travail en urgence ». Et donc, ce sont des personnes essentielles dans le parcours et la première étape de ce parcours. Et donc, on les forme. Porte d'entrée, souvent, c'est ça. C'est ça, c'est une porte d'entrée, et on les forme non seulement à pouvoir à écouter en disant « je vous crois, vous n'y êtes pour rien ». Ce que monsieur a fait est interdit par la loi, mais aussi à identifier les ressources sur le territoire, parce que c'est très compliqué quand on est face à une femme victime de violence qui a vécu des drames absolus et qui raconte en fait des choses qui sont très dures à entendre, de ne pas être en capacité de l'aider. Donc l'objectif, c'est aussi de donner des ressources, et notamment des ressources sur à la fois tout le parcours et les dispositifs qui existent sur le territoire. Tout à l'heure, Françoise parlait des LEAO et accueil de jour, qui sont effectivement des dispositifs portés par nos associations pour le premier accueil et l'écoute et l'orientation. Mais il y a aussi des postes référents, par exemple, qui sont des personnes qui coordonnent
les parcours sur les territoires à l'échelle des départements. Et puis, on a également tous les dispositifs de protection dont parlait tout à l'heure Françoise, ordonnances de protection qui permettent l'éloignement, l'interdiction d'entrer en contact avec la femme victime de violence, l'éloignement du conjoint violent et qui permettent de statuer très vite sur l'organisation de l'exercice de l'autorité parentale. Je vous laisse passer votre micro à Françoise, parce que je me doute qu'évidemment, avec ce numéro d'appel, l'écoute, la capacité à bien réagir, rebondir est aussi très importante dans l'ensemble du dispositif, cette professionnalisation de l'accueil. Oui, tout à fait. C'est vrai que les violences doivent être repérées par tout le monde, je dirais, dans l'organisation du parcours des femmes, c'est-à-dire comment chacun et chacune à son niveau peut mieux repérer les femmes. Et ça, c'est effectivement des formations et des actions de sensibilisation auprès de tous les professionnels qui peuvent à n'importe quel moment rencontrer une femme victime de violence. Et donc ces signaux d'alerte sont importants à repérer. Et donc, comme le disait Clémence, la FNSF forme aussi ou sensibilise beaucoup de professionnels à repérer justement ces signaux d'alerte, y compris sur les enfants. Voilà, je pense qu'on a avoir des antennes à des moments donnés en se disant tiens, madame arrive là dans la commune, elle est hyper surveillée, il y a des comportements qui peuvent mettre en alerte, et ensuite pouvoir justement travailler en réseau et orienter vers les spécialistes. Parce qu'une situation de violence conjugale, c'est une situation souvent très compliquée. Il y a du danger, il faut évaluer ce danger, il faut pouvoir s'articuler avec tous les dispositifs qu'on a déjà décrits. Et donc, dans toutes nos associations, ce sont des professionnels qui ont des formations de base, et les écoutantes au 3919 sont toutes du secteur sanitaire et social. Et ensuite, elles ont une formation sur l'écoute et sur les violences. Donc, on ne s'improvise pas finalement dans l'accompagnement des femmes victimes de violences. Et c'est la même chose dans toutes les associations du réseau, des juristes, des psychologues, des assistantes sociales, et ensuite une formation pour accompagner les femmes. Et je dirais que c'est aussi l'expérience, parce qu'on apprend aussi de l'expérience collective en travaillant ensemble dans nos associations, mais aussi avec les autres partenaires. C'est ensemble aussi qu'on s'enrichit aussi des expériences et qu'on peut mieux accompagner les femmes. Merci beaucoup. Je vais me tourner du coup vers vous, vers les forces de police et de gendarmerie, parce qu'évidemment, on a essayé de suivre un fil de la compréhension, de l'observation, de comment on peut faire et de quoi on parle. Mais évidemment, à un moment, il faut aussi traiter. On a évoqué ce qui était de l'ordre après de la justice, vous en parlerez. Mais il y a d'abord, évidemment, les forces de police et de gendarmerie. Je crois que, je rappelle, il y a vos noms qui apparaissent ici, que vous avez prévu une sorte de discours à deux voix pour montrer aussi à la fois la synergie et la complémentarité. Donc, je vous laisse peut-être la parole en premier, oui. Dorothée Cloître. Merci. Bonjour à tous, mesdames et messieurs les maires. Comme vous, effectivement, nous, forces de sécurité intérieure, on est aux avant-postes de ces violences, évidemment. Et effectivement, bien qu'il y ait quelques petites spécificités entre la police nationale et la gendarmerie, on a convenu de faire cette intervention à deux parce que malgré tout, nombre de dispositifs communs ont été pris sous l'impulsion du Grenelle depuis 2019. Alors même s'il y a beaucoup de chiffres qui ont déjà été donnés, Charlotte, je crois que tu voulais... Alors, bonjour à tous et merci pour cette invitation. Nous sommes extrêmement honorés de pouvoir vous présenter aujourd'hui les dispositifs que nous mettons en œuvre, que ce soit côté... Si vous voulez vous lever ou venir à côté de moi, vous avez le droit aussi, mais... Debout ? Oui, c'est qu'on vous voit et puis que ce soit plus facile, sinon vous tournez le dos. Voilà, j'ai intérêt à me tenir à carreau. Alors la problématique, c'est qu'on tourne forcément le dos à quelqu'un, donc on s'en excuse. Très bien. Je vais me mettre par ici. Alors, l'idée, ce n'était pas de répéter les chiffres qui vous ont été donnés, mais quand on parle d'une problématique aussi importante que les violences faites aux femmes, il est quand même bon de les rappeler. Ça a été dit, en 2022, 118 femmes sont mortes des mains de leurs conjoints, ce qui représente aujourd'hui encore une sombre réalité et qui nous amène évidemment à concentrer nos efforts dans cette lutte. Il faut aussi le spécifier, 27 hommes sont décédés au cours de l'année 2022, ce qui en fait, en moyenne, revient à un décès tous les 2 jours et demi. Je le précise parce que ça a son importance. Ça montre bien que tous les efforts qui sont engagés par les forces de sécurité intérieure et par tous les partenaires doivent être poursuivis. Ça a été mentionné, 345 000 interventions des forces de sécurité intérieure,
945 interventions par jour. Rendez-vous bien compte de l'importance de cette problématique auquel sont confrontées les forces de sécurité au quotidien. J'en termine pour les chiffres et l'idée aujourd'hui, c'est plutôt qu'on vous présente notre organisation, comment les forces de sécurité intérieure sont formées, sont organisées et traitent au quotidien de cette problématique. Oui, effectivement. Donc, face à ce contentieux de masse, nous avons bien sûr organisé notre réponse sous l'impulsion du ministre de l'Intérieur, évidemment, et bien sûr du président de la République qui en fait une cause majeure depuis son élection maintenant. Alors, en gendarmerie, nous avons structuré notre chaîne opérationnelle. Aussi, vous avez désormais, au sein de toutes les brigades de gendarmerie, au moins un référent violence intrafamiliale auquel vous pouvez vous adresser, bien sûr. Nous avons déployé une maison de protection des familles dans tous les départements. Alors, ces maisons de protection des familles, je pense que c'est un interlocuteur essentiel pour les élus que vous êtes. Moi, quand j'étais commandante de compagnie, je favorisais ces échanges effectivement en local. Donc je vous invite bien sûr à prendre attache avec le référent ou la maison de protection des familles pour échanger, pour connaître nos modes d'action et surtout peut-être aussi pour vous aider à identifier vos partenaires locaux, associatifs avec lesquels nous sommes évidemment très en lien et avec lesquels nous travaillons en synergie localement pour bien sûr prendre en compte la parole des femmes, prendre leurs plaintes, mais surtout derrière aussi les accompagner. Sur la chaîne territoriale, juste je précise qu'il y a une coordination quand même aussi au niveau national, alors évidemment avec la référente que je suis, mais il y a un bureau spécifique à la DGGN qui est représenté là et qui travaille quotidiennement à ce sujet. Voilà. Donc pour les zones urbaines en commissariat de police, c'est évidemment la même organisation. On a près de 1600 enquêteurs qui sont dédiés à la lutte contre les violences intrafamiliales. C'est vraiment une priorité gouvernementale qui a été celle d'armer dans les commissariats les groupes dédiés à cette thématique. Donc je l'ai dit, 1600 enquêteurs. Et si vous avez des services de police qui sont dépourvus de groupes de protection de la famille, comme on les appelle, vous trouverez néanmoins des référents violences intrafamiliales qui seront là pour superviser et aiguiller les enquêteurs qui auront à traiter de ces thématiques. Donc ça a été mentionné, on le dit parce qu'il faut bien que vous compreniez qu'il y a un maillage territorial qui est organisé de telle manière à ce qu'aucune zone ne soit blanche dans la prise en compte et le traitement de ces thématiques. Peut-être mentionner très rapidement la formation des enquêteurs. Oui, très rapidement. Donc effectivement, on a fait un travail de fond au sein des forces de sécurité intérieure, police et gendarmerie, pour former nos personnels à cette thématique quand même spéciale, avec des idées reçues. Effectivement, vous parliez de violences physiques, mais pas que. Il faut comprendre ces violences psychologiques, économiques, les cyberviolences aujourd'hui. Donc on a vraiment renforcé nos formations, à la fois en formation initiale. Tous les gendarmes et policiers aujourd'hui sortent formés, au moins sensibilisés à ce contentieux. Et bien sûr, avec plus de 2000 experts en tout, gendarmerie et police, lesquels experts assurent quotidiennement la formation continue de nos gendarmes et de nos policiers, et lesquels experts peuvent aussi qui sont souvent, en tout cas pour la gendarmerie, dans les maisons de protection des familles et groupes de protection des familles en police, qui sont aussi capables de vous aider et de vous aider notamment à sensibiliser vos agents. Ça se fait localement. Je sais que la gendarmerie le fait beaucoup sur la formation. L'idée, c'est de vous présenter tous les dispositifs de recueil de la parole des victimes qui ont accompagné justement ce mouvement de libération de la parole. J'ai beaucoup aimé l'idée de libération de l'écoute aussi, c'est vraiment ça le sens. J'aimerais savoir combien sont familiers avec la PNAV dans cette salle. Alors c'est d'accord. Son acronyme. Son acronyme, donc on a bien fait de venir vous présenter ce dispositif. Ouais. Donc la PNAV, je suis ravie de pouvoir la présenter devant vous car c'est vraiment un outil indispensable pour la libération de la parole des victimes. C'est une plateforme qui est entrée en service en fait en 2018 et qui avant s'appelait la plateforme de signalement des violences à caractère sexuel et sexiste. Peut-être que vous la connaissez mieux sous ce nom-là, et qui depuis avril 2022, merci, je vois des têtes, voilà, des hochements de tête, je suis rassurée,
Donc depuis 2022, on l'appelle la plateforme numérique de signalement des atteintes aux personnes et d'accompagnement des victimes, la PNAV. J'en parle car elle est extrêmement utile lorsque des victimes peuvent être encore réticentes à pousser les portes d'un commissariat ou d'une brigade de gendarmerie, on le comprend aisément. La PNAV, vous y accédez par le site masécurité.fr et vous pouvez être mis en relation avec des effectifs de police et de gendarmerie qui vont être spécialisés et qui vont pouvoir vous donner des conseils et vous accompagner dans votre volonté de déposer plainte pour des faits de violences sexuelles et sexistes, des violences conjugales. Ce qui est très intéressant à souligner, c'est que entre avril 2022 et septembre 2023, on a remarqué que 71% des signalements qui sont faits sur cette plateforme concernent les infractions cibles de la plateforme, c'est-à-dire les infractions à caractère sexuel et sexiste, les violences conjugales, mais également le cyberharcèlement, on l'a mentionné, ou les infractions à caractère discriminatoire. Donc on se réjouit de voir que c'est vraiment un outil qui participe à cette libération de la parole et qui permet une mise en relation avec les forces de sécurité intérieure d'une manière certes plutôt dématérialisée, mais qui accompagne ce mouvement de judiciarisation de ces faits. Juste sur la PNAV, donc concrètement, c'est vous rentrez en chat avec un gendarme ou un policier, donc en toute confidentialité, discrètement. Alors effectivement, c'est réservé aux victimes, tu as raison, mais c'est possible aussi pour vous, pour avoir des renseignements si vous en aviez besoin. Voilà. C'est aussi une possibilité pour vous de faire un signalement. Arrêtonslesviolences.gouv.fr et Ma Sécurité pour accéder à la PNAV. Et quand vous êtes sur le site masécurité.fr, vous allez rentrer votre code postal qui va permettre en fait de vous rerouter vers soit un service de gendarmerie ou soit un service de police selon votre zone géographique. Et ce qui est aussi intéressant à connaître, vous rentrez sur le site Masécurité, vous allez donc sélectionner votre département et vous trouverez sur ce site tous les liens utiles pour les contacts utiles, les associations d'aide aux victimes et autres liens qui pourraient servir aux victimes. N'hésitez pas à les consulter. Vous avez également des petits flyers qui sont mis à disposition. Vous pouvez les solliciter auprès de nos services de communication que vous pouvez déposer dans vos établissements, sur lesquels vous allez trouver un QR code qui va vous permettre d'accéder directement au site Ma Sécurité. Et ça, les administrés vont pouvoir prendre ces QR codes quand ils seront dans vos établissements. Donc n'hésitez pas à nous solliciter par rapport à ça. Je voulais poursuivre sur le recueil de la parole des victimes. Alors, c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus connu de vous. Je parle côté police nationale, petite spécificité. Vous savez qu'on a insisté très largement pour améliorer l'accueil des victimes dans les commissariats. Je reprends les termes du directeur général de la police nationale qui était hier ici même pour rencontrer les élus, qui disait qu'on a beau remporter toutes les batailles, si on perd la bataille de l'accueil, on a perdu la guerre. Et je suis entièrement d'accord avec ces propos, dans la mesure où on se doit d'être irréprochable sur la qualité de l'accueil qu'on fournit aux victimes qui passent les portes d'un commissariat. Et pour ce qui est des violences sexuelles et sexistes et des violences à caractère des violences conjugales, vous avez un tableau accueil confidentialité qui a été mis en place. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce dispositif. C'est des petits ronds de couleur, un petit rond couleur orange ou un petit rond couleur bleu, qui va vous permettre discrètement de mentionner à l'agent d'accueil pour quel type d'infraction vous venez. Si vous désignez le rond orange, cela signifie que vous voulez déposer plainte pour des faits d'infraction à caractère sexuel et sexiste, et vous serez réorienté en toute discrétion vers un enquêteur spécialisé qui va permettre de recueillir la plainte dans les meilleures conditions possibles. Voilà, c'est parmi toutes les mesures qu'on met en place pour favoriser l'accueil du public, je tenais à rappeler celle-là qui constitue vraiment le point angulaire, le point d'orge de notre organisation. Et je dirais le pendant, moi, le focus que je voulais faire, alors pour le coup, mon directeur général, lui, dit plutôt le fameux dernier kilomètre. Et c'est pour ça que je voulais évoquer avec vous la possibilité aujourd'hui de prendre la plainte en mobilité, là où la victime le souhaite, mais là aussi où vous l'organisez, c'est-à-dire, je pense, aux maisons France Service, aux permanences d'associations. On a déployé plus de 40 000 ordinateurs, ce qu'on appelle nos ordinateurs Ubiquiti, avec une cible à 46 000. L'idée, c'est que tous les gendarmes, aujourd'hui, peuvent aller vers vous, le fameux aller vers, pour pouvoir vous aider à entamer des procédures judiciaires. Voilà. Et accompagner les femmes victimes éventuellement que vous accompagnerez, ou les victimes.
Et pour continuer sur la thématique des plaintes en mobilité, du aller vers, de ce que nous on appelle les plaintes hors les murs, on se félicite aussi de la mise en place de nouveaux dispositifs qui permettent aux victimes de déposer plainte dans les établissements hospitaliers. C'est une possibilité avec les établissements qui sont conventionnés. Il y en a plus de 200 aujourd'hui, ce qui va permettre aux femmes d'être prises en charge par des enquêteurs spécialisés au sein des établissements hospitaliers. La particularité aussi pour 50 de ces établissements, c'est qu'aujourd'hui, une femme peut venir se faire examiner, donc subir un examen médical avec, c'est ce qu'on appelle le recueil de preuves sans plainte, l'obligation pour ces établissements hospitaliers qui ont été conventionnés de conserver pendant 3 ans les examens médicaux, les certificats, ce qui va permettre à la femme victime ou à l'homme victime d'avoir un petit temps de réflexion dans sa volonté de déposer plainte ou non et de conserver ces preuves qui pourront être utilisées par la suite par les services enquêteurs. Voilà, on encourage grandement le développement de ces conventions qui vont, encore une fois, permettre la libération de la parole dans des lieux qui seront sécurisés pour les femmes dans cette logique de prise en compte globale dans l'écosystème associatif aussi. Peut-être, dernier point sur les maisons des femmes également. Ouais, qui rejoint le concept des conventions auprès des centres hospitaliers, maisons des femmes, un dispositif... Alors, pour l'instant beaucoup en zone police, mais on a bon espoir bientôt de maisons des femmes en zone gendarmerie. Mais peu importe, puisque de toute façon, des permanences à la fois de gendarmes et de policiers sont organisées au sein de ces maisons des femmes. Il y en a une dizaine aujourd'hui et qui permettent une approche pluridisciplinaire. Je pense que vous connaissez les maisons des femmes, une approche pluridisciplinaire de ces situations de violence sexuelles et sexistes ou violences intrafamiliales sur ces femmes. Oui, dernier point, peut-être une convention nationale a été signée justement en mai 2023 avec la Maison des femmes de Saint-Denis, qui va donner l'impulsion pour le développement de ces partenariats avec les maisons des femmes, encore une fois, où des permanences seront assurées par des forces de sécurité intérieure pour recueillir les plaintes. L'idée de notre propos, c'était finalement de vous montrer que la police et la gendarmerie sont pleinement engagées pour, d'une part, améliorer la qualité de l'accueil qu'ils sont capables de fournir auprès des victimes, mais également sortir aussi de nos murs, d'aller vers les victimes, d'aller vers les administrés et de permettre de prendre en compte ces infractions dans la société et de pouvoir y remédier le plus justement, le plus efficacement possible, tout cela avec les enjeux de célérité qu'on connaît. C'est une conclusion parfaite. C'est ce que je voulais ajouter, effectivement, de ne pas hésiter localement, mais je sais que ça se fait déjà beaucoup, de travailler en synergie parce que c'est comme ça, et pas autrement, qu'on arrivera à lutter contre ces violences qui sont indignes de notre civilisation, je pense. Voilà. Merci beaucoup, Madame la Commissaire Colonel, pour ces précisions. Évidemment, vous gardez un micro. Avant qu'on passe aux questions, je sais qu'il y aura des réactions, mais je voulais aussi qu'on finisse l'ensemble du dispositif et de la palette pour demander à Laurent Puech, qui a déjà un micro, qui est donc... le directeur de l'Association nationale d'intervention sociale en gendarmerie et en commissariat. Voilà, parce qu'effectivement, quand on arrive dans un lieu comme celui-ci, il y a évidemment la plainte, etc. Mais aussi, il y a la possibilité de rencontrer des travailleurs sociaux pour être entendus d'une autre manière. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous vous insérez dans ce dispositif? Et puis après, on parlera tous ensemble avec des questions et des réactions des uns et des autres, évidemment. Bien, merci, bonjour. Les intervenants sociaux, qui sont essentiellement des intervenantes sociales en commissariat et gendarmerie, ce sont des professionnels de travail social, c'est-à-dire des assistantes sociales, éducatrices spécialisées, conseillères en économie sociale et familiale essentiellement, qui ont pour fonction d'être présentes au sein des établissements de police et de gendarmerie, c'est-à-dire les commissariats, les unités de gendarmerie, mais sans être de la police et de la gendarmerie. Ces postes sont portés soit par des collectivités territoriales, dans plus de 30% des cas, ce sont des villes ou des structures rattachées aux villes. Ça peut être un CCAS, ça peut être aussi des intercommunalités, ça va être aussi des conseils départementaux, dans 30 autres %, et puis des associations de la FNSF ou de la FNCIDFF par exemple, ou de la Fédération nationale France Victimes, qui sont porteuses de ces postes sur 40% des cas. Donc ces travailleurs sociaux en commissariat et gendarmerie ne sont complètement détachés de la procédure pénale. Leur travail n'est pas d'intervenir dans le cadre de la procédure,
dans la phase d'enquête, dans la phase que travaillent les professionnels de police et de gendarmerie, mais bien de se mettre à disposition des personnes qui ont des difficultés sociales et qui sont en contact avec les forces de police et de gendarmerie. Et évidemment, une grande partie du public de ces professionnels, ce sont essentiellement des femmes. C'est pas rare qu'auprès des services sociaux, ce soit un public essentiellement féminin, mais des femmes qui sont victimes de violences au sein de leur couple, de leur famille. Et l'intérêt de ces professionnels, c'est de pouvoir travailler non seulement avec les personnes victimes, mais aussi avec les personnes auteurs. Tout à l'heure, vous avez souligné la dimension aussi systémique de la violence et qu'il y a différents acteurs qui sont concernés, c'est-à-dire tous ceux qui vivent au sein du foyer. Il y a les personnes victimes de la violence, essentiellement des femmes. Il y a les personnes productrices des actes de violence et des transactions violentes, essentiellement des hommes. Et il y a les enfants. Et donc, ces professionnels de travail social peuvent travailler au plus près de chacun des acteurs, pas n'importe comment, pas au même moment toujours, mais c'est bien ce que permet ce dispositif, c'est de travailler sur toutes les dimensions du système familial. Autre particularité, c'est aussi, on a parlé de l'aller vers à plusieurs reprises, on a montré qu'il y avait plusieurs pratiques d'aller vers. L'intérêt de ces postes, dont je rappelle qu'ils peuvent être portés par une commune, l'intérêt de ces postes, c'est justement d'être au plus près de la crise. Parce que l'intervention des forces de l'ordre va permettre de venir souvent sur un temps de crise. Quand il y a une intervention au domicile ou sur la voie publique, ou quand la personne vient vers l'établissement de police ou de gendarmerie, elle vient souvent au plus près d'un temps de crise qui a été traversé par la famille, le couple ou la personne elle-même. Et ça permet de se mettre à disposition ou de la rappeler et de se mettre à disposition, si elle le souhaite, pour avoir un interlocuteur ou une interlocutrice. Ces postes sont importants en secteur urbain, mais le secteur urbain est souvent riche d'une densité d'acteurs du type associatif, services publics, etc. C'est facile, entre guillemets, de se déplacer parce qu'il y a des réseaux de transport, même si on n'a pas de voiture, on peut facilement se déplacer. La question se pose radicalement autrement quand on est dans le périurbain ou qu'on passe dans le secteur rural. Et là, on a des isolements plus grands. Et du coup, la donnée sur le fait qu'il y avait une moindre appel au 3919 venant des zones rurales en proportion des populations qui y habitent est intéressante parce qu'on voit bien que c'est là, notamment, qu'il y a de l'aller vers à faire et que c'est peut-être cette intervenante sociale, ou cet intervenant social, ça existe aussi, qui sera un interlocuteur qui va aller se préoccuper de ce qui s'est passé dans le foyer, quand bien même la personne n'a pas voulu donner une suite par une plainte, etc., etc. Et ce travail de lien et de proximité et d'aller vers va être facilité par ce rôle un peu de sas entre le monde, le huis clos familial et le monde d'acteurs extérieurs que sont les forces de sécurité intérieure, le monde associatif et les services publics. Merci pour ces premières précisions. C'est important de savoir que ce dispositif existe aussi dans les commissariats et gendarmeries. Je vais prendre les réactions des uns et des autres, prendre les questions, mais je sais qu'on a dans la salle aussi avec nous Alexandra Martin, qui est parlementaire, députée des Alpes-Maritimes et qui est présidente du groupe de travail sur ces enjeux. Je crois que vous vouliez apporter aussi votre contribution aujourd'hui. Oui, merci de me donner la parole. Effectivement, je suis donc présidente du groupe d'études sur les violences intrafamiliales à l'Assemblée nationale, qui est un groupe d'études transpartisan et auquel participe l'AMF. Parce que, comme vous le dites très justement depuis tout à l'heure, vous êtes en première ligne, vous, les maires, quand les victimes viennent et demandent une écoute. Alors oui, effectivement, les chiffres sont en augmentation encore, malgré tous les efforts qui sont mis en place, et ils sont nombreux. Et certainement, ils sont en hausse parce que, justement, les femmes sont mieux accueillies, que leur parole peut être délivrée de manière plus sereine, en sécurité, dans l'anonymat. En tous les cas, il y a encore des efforts à faire dans ce sens-là. Nous avons, dans notre groupe d'études, déterminé un triptyque qui est le même quasiment que celui qui anime cette réunion ce matin, c'est prévenir, détecter et accompagner.
Donc nous avons auditionné beaucoup d'associations, parce que c'est vrai que les violences faites aux femmes et aux hommes aussi, parfois, et aux enfants, reposent souvent sur le travail admirable des associations que vous avez tous dans vos communes, dans vos agglomérations. Et moi, ce qui me frappe au cours des auditions que nous avons menées, c'est justement la diversité, vous l'avez dit ce matin, la diversité des acteurs et des partenaires qui interviennent sur le sujet des violences intrafamiliales. Et en fait, pour l'instant, ma première, on va dire, pas conclusion, parce qu'on n'en est qu'au début, mais c'est qu'il y a un travail autour de la violence intrafamiliale qui est encore trop en silo. Et qu'il y a nécessité aujourd'hui de mettre de la transversalité entre tous ces acteurs, que ce soit vous, les communes, la préfecture, vous, la gendarmerie, la police, les parquets, les magistrats. Ils sont tous en demande en fait de cette transversalité. Et moi, si j'avais un message à passer aujourd'hui, c'est que je vous engage notamment à aller vers vos préfets, les sous-préfètes à la ville, la déléguée aux droits des femmes, pour mettre en place dans les départements des CLAV, vous savez tous que ça existe, comité local d'aide aux victimes, et de demander la mise en place de CLAV spécifiques aux violences intrafamiliales, au moins une fois par an, 2 fois par an, mais ça permet quand même, dans un département, de pouvoir mettre tous les acteurs autour d'une table. Moi, dans mon département des Alpes-Maritimes, j'ai de très belles associations, comme Parcours de femmes à l'ouest du département, à Cannes, à Mandelieu, qui gèrent plutôt les femmes et les enfants. De l'autre côté du département, à l'est, on a une association ARPAS qui s'occupe des auteurs. Et moi, ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui me mobilise, celui des auteurs, parce que je crois qu'aujourd'hui, ils ne sont pas traités, parce que traiter l'auteur, on aurait l'impression qu'on délaisserait les femmes, mais non, au contraire. Traiter l'auteur, c'est prévenir le risque de récidive. Et donc, bien, à l'ouest, on ne sait pas qu'à l'est, cette association existe et vice-versa, alors qu'en fait, vous l'avez dit, il faut pouvoir donner aux femmes toutes les informations. Comment déménager en urgence? Il y a une association à l'ouest, elle n'est pas à l'est. Voilà, donc les maisons des femmes, évidemment. Il faut qu'elles se développent dans tous les départements. C'est très important. Alors, je ne sais pas si elles doivent s'appeler maisons des femmes ou autre chose. Vous avez parlé de guichets uniques. Voilà, je crois que tous ces dispositifs sont très importants à développer. Et nous, c'est vraiment aujourd'hui, si je devais faire un point d'étape de notre groupe d'études sur les violences intrafamiliales, le point vraiment central qui reste à améliorer, c'est de remettre de la transversalité, du travail en collaboration, des échanges d'expériences, des échanges d'informations, et tout ça, bien sûr, au profit des victimes. Voilà le témoignage que je voulais apporter aujourd'hui, mais je me nourris surtout de vos témoignages. Merci. Merci à vous, Madame la députée. Je salue la présence de Muriel Fabre, la secrétaire générale de l'AMF, qui nous a rejoints pour notre débat. Alors, je sais que Clémence Pajot voulait rajouter quelque chose, et j'en profite pour susciter, parce qu'on a beaucoup écouté, on a essayé de dresser un bilan de tout ça, mais il y a forcément des questions. Donc, je vais venir auprès de vous pour recueillir vos questions et profiter de tout ça. Allez-y, voilà, chacun a un micro dans l'ordre. Une précision, puis après j'irai prendre la question là-bas. Non, vous m'entendez? Oui, ça y est. Oui, on vous entend très bien. Je vais être rapide pour laisser la parole au débat. Je voulais juste rebondir sur effectivement les maisons des femmes, parce que je pense que c'est un excellent exemple justement de la manière dont on peut travailler en collectif, en associant l'ensemble des acteurs qui interviennent à un moment dans le parcours des femmes victimes de violences, à l'échelle justement d'un territoire et d'un projet de territoire. On parle beaucoup des maisons des femmes, de santé des femmes, qui sont une des mesures du plan égalité femmes-hommes et qui consiste à améliorer la prise en charge des femmes sur le plan de la santé. Et cette mission, elle est essentielle parce qu'on a besoin effectivement du MJ de proximité. On a besoin d'une réponse aussi sur tout ce qui concerne les problèmes de santé mentale et le psychotrauma, une prise en charge de psychotrauma. Et puis plus largement, on a besoin effectivement d'une prise en charge spécialisée pour les femmes victimes de violences sous l'angle de la santé. Mais on parle moins des maisons les femmes qui sont créées à l'initiative de collectivités locales
qui permettent un maillage territorial très large dans la prise en charge des femmes victimes de violences. Hier, j'étais par exemple à l'inauguration de la Maison des femmes de Pantin, qui est portée par la ville de Pantin et qui associe l'ensemble des actrices et des acteurs du territoire dans l'écoute, l'accompagnement, l'orientation des femmes victimes de violences. Des associations comme les nôtres, mais aussi avec par exemple un dépôt de plainte qui est possible à l'intérieur de la Maison des femmes, et c'est une Maison des femmes municipale qui donne aussi cette possibilité, avec aussi des permanences en psychotrauma. Et je pense que c'est des projets exemplaires qui ne sont pas suffisamment connus parce qu'ils sont vraiment à l'échelle locale. Ils n'ont pas forcément la lumière la mise en lumière que peuvent avoir voilà, des projets nationaux, mais qui méritent pourtant d'être davantage valorisés et connus, encore une fois, parce que je pense que ce sont des réponses de proximité qui répondent vraiment de manière très pratique et concrète aux besoins des femmes, et qui, encore une fois, permettent cette transversalité et ce partenariat local qui est vraiment un gage d'efficacité dans la prise en charge, mais aussi de lisibilité pour les femmes victimes de violences qui ne savent pas toujours à qui s'adresser. Et voilà, ce sont des points d'entrée visibles. Merci. Alors, je vais en profiter donc, pour prendre une question. On salue évidemment l'arrivée de Bérengère Couillard. Madame la ministre, bonjour. Merci d'être avec nous. Allez-y, madame. Bonjour à tous. Je suis Claudette Klein, élue adjointe au maire à Saint-Denis de la Réunion. Alors, la ville compte 153 000 habitants et nous sommes sur l'île à 850 000 habitants. Alors, on sait que sur l'île de la Réunion, on est quand même champion des violences faites aux femmes. Et ma question serait, est-ce que nous disposons de ces dispositifs sur l'île, et comment pouvoir y arriver, puisque nous sommes en contact direct avec les citoyens. Comment pouvoir avoir ces outils pour pouvoir aider la population demandeur. Merci pour votre question, madame. Je ne sais pas qui veut répondre, peut-être au niveau des forces de police et de gendarmerie. Je me déplace pour aller recueillir d'autres questions. Oui, alors, en fait, les dispositifs sur le territoire métropolitain, évidemment, sont copiés sur le territoire ultramarin, et évidemment, à La Réunion également, on a des intervenants sociaux, on a des maisons de protection des familles. Alors, pour le coup, il y en a une au siège et une antenne, parce qu'avec l'élongation territoriale, on a fait une antenne. Mais tous ces dispositifs qu'on vous a décrits, ils sont évidemment reproduits sur le territoire ultramarin. Tu veux peut-être compléter ? Et j'en profite pour compléter côté police nationale. Évidemment, je parlais des 1600 enquêteurs qui sont déployés. Il y en a 80 qui sont dans les Outre-mer, avec 8 groupes de protection de la famille dans les Outre-mer. Donc évidemment, la thématique est largement prise en compte dans les territoires ultramarins. Alors, une question, madame, allez-y, je vous en prie. N'hésitez pas à vous présenter aussi. Donc bonjour, moi je suis Valérie Gonzo-Massol. Je suis membre depuis le début du groupe de travail. Je suis un peu un ovni, puisque je suis conseillère départementale chargée des violences intrafamiliales en Haute-Savoie. Et je pense, la première des choses, il me semble important que dans chaque commune, il y ait un référent, une référente sur cette problématique. Moi, question et réflexion, je trouve qu'il y a quand même peut-être un absent sur cette table ronde, c'est l'éducation nationale, puisque quand on parle effectivement de détection, d'accompagnement, l'éducation nationale est quand même en première ligne. J'en profite, Madame la Ministre, de votre présence pour effectivement demander, réclamer, encore à corps et à cri, l'application stricte de l'article 312 alinéa 16 et 317 312 alinéa 17 pour les 3 heures effectives par année, depuis la maternelle jusqu'au lycée, de sensibilisation fait à nos jeunes. Ce n'est pas effectif. On travaille encore, dans mon département, on travaille encore à des groupes de travail. Donc je pense que depuis le temps, ça aurait dû être mis en place. Il y a un petit point qui me semble un peu absent, c'est combien ça coûte ? Parce qu'effectivement, c'est formidable. Hein. Moi, je sais qu'on va créer je vais réussir à avoir un observatoire départemental des violences faites aux femmes. On va le créer, ça, sur le département. Mais ce sont des postes, que ce soit les postes d'ISCG, de référents, qui sont fragiles. Parce que les financements viennent un tiers de l'État,
un tiers des collectivités, les EPCI ou les communes, et un tiers du département. Et ce qui fragilise encore plus les postes, c'est que ce sont souvent des conventions annuelles. Donc chaque année, effectivement, les ISCG sont dans un grand stress. Je me fais votre avocate, hein, parce que ce sont des gens qui font un travail admirable. Et il n'y a pas une sécurisation de ces budgets, à mon grand regret. Et pour en revenir effectivement à l'autre bout de la chaîne, qui est la préhension des auteurs, je vous rejoins complètement, hein, Madame la députée, si on s'appuie sur le travail formidable de Luc Frémiot. À quand, Madame la ministre, une maison des femmes et un home des hommes violents dans tous les départements? Voilà. Merci pour ces précisions. Je vais prendre une ou deux questions. Je vous laisse répondre assez rapidement, puisque en fait, il nous reste globalement 20 minutes, qu'on a une table ronde qui enchaîne et qu'on laissera le mot de la fin à Madame la ministre. Je voulais juste reparler un peu de la question des moyens pour rappeler effectivement dans la construction des nouveaux dispositifs qui arrivent. Donc on a parlé des maisons des femmes municipales qui sont très importantes et d'autres dispositifs, c'est-à-dire aussi de bien analyser aussi l'existant sur le terrain, c'est-à-dire qu'il y a déjà des dispositifs qui existent, qui fonctionnent, qui travaillent bien, et donc avant de surajouter d'autres dispositifs, voilà, de tenir compte aussi de l'existant, et comme vous l'avez dit, qui sont parfois fragiles, alors qu'il y a de l'expérience, alors qu'il y a des professionnels très bien formés. Voilà, je pense au LEAO, accueil de jour, qui peuvent être associés aux maisons municipales. Je pense que c'est important de tenir compte tenu je dirais, du peu de moyens, de bien tenir compte de l'existant et évidemment de les renforcer. J'en profite, j'ai deux questions, Monsieur le maire. Bonjour, Patrick Labesse. Moi, je suis maire de Carbon-Blanc, une petite commune de la métropole bordelaise. Moi, ce n'est pas une question, je vais essayer d'aller sur un autre terrain et je vais rebondir sur ce que vous parliez de l'éducation nationale. Parce que je pense qu'il y a de la prévention et on peut faire de la prévention. Et effectivement, l'éducation nationale peut être un bon terreau. Alors nous, on a fait un choix, au-delà du fait qu'on a conventionné en intercommunalité avec l'APAFED, hein, qui est une association girondine qui s'occupe de l'accueil des femmes, et puis des bailleurs sociaux pour pouvoir avoir des appartements d'accueil d'urgence. Chaque année, dans les écoles de la commune, et on espère avoir le collège cette année, on travaille avec une intervention au niveau CE2, CM1, avec une cellule de la gendarmerie nationale qui est spécialisée, qui est sur Mérignac, qui est spécialisée sur la gestion des mineurs et en particulier sur les mineurs victimes de violences, et l'association Colosse au pied d'argile. Et mine de rien, 3 années, on va avoir la 4e cette année, c'est 4 signalements au procureur. C'est donc 4 familles sur lesquelles le fait d'avoir rencontré des personnes professionnelles de l'écoute de l'enfant qui savent amener l'écoute de l'enfant, c'est en 3 ans 4 signalements. Dans une commune qui est une commune très tranquille, qui vit très bien, et ça, on ne le découvre pas par hasard. Voilà, c'était juste cette expérience-là. Alors, j'ai une question là, une question là et une question. Ce sera sans doute malheureusement les 3 dernières. On pourra interagir après. Mais si on veut libérer après la salle et laisser le mot de conclusion à Madame la Ministre, il faut être synthétique. Tout à fait. Jean-Marc Berger, je suis le maire de la commune de Saubens, à côté de Toulouse. Moi, j'ai vécu un drame la semaine dernière avec l'assassinat d'un petit enfant de 3 ans sur ma commune. Et en fait, je suis très heureux du travail effectué par les services de gendarmerie et tous les services de l'État, notamment en termes de réponse quand il y a un souci déjà. Mais ce qui me pose problème, c'est la détection. Ce que l'on s'est aperçu, c'est que en fait, tout le monde voit quelque chose à un petit niveau. On a plein de signaux faibles, sauf qu'on n'a pas de zone centralisée de l'ensemble de ces signaux faibles, qui pris individuellement ne peuvent difficilement être exploités. Par contre, quand ils sont ensemble, on peut gagner du temps. Et là, c'est ma frustration de maire. Je me dis qu'on aurait peut-être pu faire quelque chose. Peut-être pas, et sûrement pas d'ailleurs. Mais comment pouvoir colliger l'ensemble de ces signaux et pouvoir traiter cette information-là qui peut aider avant qu'on arrive à des drames. Merci. Merci pour votre témoignage, Monsieur le maire. Je vais passer la parole à Madame derrière moi et à Madame là-bas pour les 2 dernières questions. Merci. Oui, merci. Joséphine Coleman-Berger, maire de la ville de Plaisir,
dans les Yvelines. Je reviens très rapidement et synthétiquement sur les maisons des femmes, puisque nous avons ouvert une maison des femmes à Plaisir il y a maintenant 2 ans. C'est la première du département des Yvelines. Nous avons eu Elisabeth Borne qui est venue visiter cette maison et qui nous a dit et garanti que dans les années qui viennent, il y aurait effectivement une maison des femmes dans chaque département. Ce que je voudrais juste vous dire, c'est qu'en l'espace d'1 année et demie, 2 ans bientôt, nous avons reçu pratiquement 270 femmes qui sont venues sans qu'on fasse de publicité, tout le bouche à oreille, par le biais de la proximité que nous avons en tant qu'élus, bien sûr, sur le territoire. Et cette maison des femmes, puisqu'on parlait financement, madame, vous avez raison, c'est pas rien d'ouvrir une maison des femmes. Là, on est en partenariat étroit avec l'hôpital de Plaisir qui nous apporte des locaux. Le département des Yvelines a injecté 1 700 000 € pour refaire une maison encore plus grande parce que celle-ci ne suffit plus. Donc vraiment, je dirais, on a des aides très importantes. Le fonctionnement annuel est de plus de 350 000 €. Et aujourd'hui, nous travaillons en tant qu'élus pour chercher les financements. Donc, Madame la Ministre, il y a encore beaucoup de choses à faire puisque les villes participent, les départements participent, mais il faut vraiment que l'État nous accompagne, sinon on aura du mal à accompagner toutes ces femmes par le biais de professionnels, souvent bénévoles, qui sont à l'intérieur et qui les accompagnent. Voilà ce que je voulais vous dire. Et merci beaucoup, Madame. Je vais prendre une dernière question, promis. Je vous laisse. Alors, Anne-Françoise Piédalu, je suis maire de la presqu'île de Plougrescant dans les Côtes-d'Armor, petite commune rurale. Moi, la question que je voulais poser, alors c'est très bien qu'il puisse y avoir des créations de maisons pour les femmes. Je pense que les femmes qui sont victimes ont besoin de lieux où elles peuvent se retrouver. Mais en même temps, je m'interroge sur le volet plus juridique et légal contre les agresseurs. C'est-à-dire les hommes, la plupart du temps, hein, ça peut être l'inverse, mais on va dire majoritairement, ce sont quand même des hommes qui sont agresseurs. Qu'en est-il? Pourquoi, lorsqu'une femme se retrouve à être battue, la plupart du temps, elle est mise à l'abri? Mais qu'en est-il de l'agresseur? Pourquoi celui-ci n'est-il pas retiré plus systématiquement du foyer familial et lui mis à l'abri d'une certaine manière dans un lieu aussi de soins? Parce qu'en général, c'est quand même une nécessité de soins. Alors ça m'interroge la démarche, parce que qu'est-ce que ça signifie quand une femme est placée, qu'elle a des enfants? Les enfants sont sortis de leur milieu habituel de vie, de l'école où ils sont scolarisés. Et ils sont amenés à devoir se réhabituer ailleurs. Je pense qu'il serait bien quand même que l'agresseur soit celui qui soit visé et qui soit exclu du lieu où vit la famille. Et j'ai l'impression qu'en fin de compte, on fonctionne... Alors je sais que ça avance sur ce registre quand même, hein, mais qu'on n'avance pas suffisamment vite. Je pense qu'il faut que les femmes, elles sont victimes, l'agresseur, il est mis à l'extérieur et on protège la femme et les enfants dans leur milieu habituel de vie. Merci pour votre témoignage. Alors je sais que ça crée un tout petit peu de frustration, mais je crois que vous avez pu identifier un certain nombre d'interlocuteurs. Donc, mesdames et messieurs les élus, ceux qui auront des questions, on poursuivra ça après. Je vais passer la parole à madame la ministre, je vous en prie. Merci. J'espère aussi apporter des réponses à certaines questions qui n'auront pas pu être posées. Bonjour à toutes et tous. Déjà, je voudrais évidemment vous remercier pour votre présence, parce que ça veut dire que c'est un sujet qui, aujourd'hui, est de plus en plus présent dans le quotidien de vos concitoyens. Et je crois que c'est en tout cas un moment d'échange qui n'aurait pas forcément eu lieu il y a quelques années. Donc vraiment, je pense qu'on est aussi à un moment où il y a une forme d'acculturation à la culture de l'égalité et au fait que les violences, particulièrement les violences faites aux femmes, c'est quelque chose qui occupe l'actualité. Je voudrais évidemment remercier les coprésidentes, mesdames Gallien et Guenieux, de l'organisation de cet événement, parce qu'il faut aussi arriver à faire vivre ces sujets. Et donc, je tiens à vous remercier pour ce moment d'échange. Il y a beaucoup de choses qui ont été abordées dans les quelques prises les questions ou les interventions que j'ai entendues. Et ça va me permettre aussi de vous répondre. Vous dire que le sujet des violences faites aux femmes, c'est un sujet qu'on traite maintenant avec sans relâche, je peux dire, depuis 4 ans. On a lancé beaucoup de dispositifs
parce qu'on était déjà beaucoup alertés par les associations et ce travail il a été fait particulièrement avec elles et aussi avec tous les acteurs qui agissent sur ce sujet. On a voté 5 lois à l'Assemblée nationale, au Sénat, et on a mis en place beaucoup de dispositifs. Ces dispositifs, ils permettent de mieux recueillir la parole des femmes, notamment avec le 3919, qui est une ligne téléphonique d'information et d'écoute indispensable pour recueillir la parole des femmes. Et on a permis notamment d'avoir cette écoute 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Également, le travail indispensable des forces de l'ordre avec... on a formé aujourd'hui plus de 150 000 policiers et gendarmes. On continue évidemment à le faire. Il faudra penser à la suite, savoir comment on peut reformer, parce qu'on n'est pas formé une seule fois dans sa carrière. Et donc, ces formations, elles devront continuer à se réaliser. Il faut savoir que 100% aujourd'hui des élèves qui sortent d'écoles de police et de gendarmerie sont aujourd'hui formés. C'est indispensable pour bien accueillir la parole des femmes, constituer des dossiers qui soient solides aussi pour aller en justice. Parce que derrière, la question qui se pose, c'est pourquoi derrière, on n'a pas forcément les sanctions qui sont données aux auteurs à la hauteur des faits. Et puis, on a aussi agi sur la protection des femmes. On parle, et vous avez évoqué notamment le sujet de l'hébergement. J'aurai une réponse à vous faire, évidemment, sur le fait pourquoi on sort particulièrement plus les femmes et on les met à l'abri plutôt que les auteurs. Mais l'important, dans un premier temps, c'est de protéger les femmes. Quand elles sont en danger, il faut les sortir du domicile avec leurs enfants pour pouvoir les protéger. Et c'est ce que fait évidemment très bien les associations, de les diriger vers des centres d'hébergement. Nous avons créé on a doublé le nombre de places d'hébergement. On était à 5 000 lorsque nous sommes arrivés en responsabilité. Il y en a maintenant 10 000. La question, c'est la quantité, bien sûr, parce que l'important, c'est d'avoir un toit sur la tête, mais c'est aussi la qualité. Et je sais qu'il y a un certain nombre de logements qui ne sont pas à la hauteur et qui doivent pouvoir accueillir les femmes, leurs enfants, de façon digne. Et donc, moi, je vais demander notamment à mon administration et une étude sur les logements, la qualité des logements, parce qu'il faut évidemment que ce soit aussi des réponses à la hauteur pour ces femmes qui sont victimes de violences, qui ont besoin de se reconstruire, qui ont besoin d'avoir un environnement sain et qui ne soient pas tentées justement de revenir au domicile, parce que le fait de trouver un logement, le fait de difficulté de ne pas trouver de logement plutôt, mais aussi d'avoir des logements qui ne soient pas adaptés, loin de l'école des enfants, fait en sorte que les femmes reviennent au domicile. Donc il faut qu'on soit évidemment vigilant sur cette question. Il y a aussi tous les outils qui ont été déployés, comme les bracelets anti-rapprochement, les téléphones grave danger, sont évidemment indispensables. Et je vois d'ailleurs, j'ai pu rencontrer beaucoup d'acteurs présents sur le salon qui proposent aussi des nouveaux outils, et je pense qu'il faut les regarder avec beaucoup d'intérêt, parce qu'on a la chance d'avoir la technologie qui évolue, des téléphones portables, un certain nombre d'outils qui peuvent aussi venir accompagner les outils existants. Et puis, on a évoqué la question du traitement des auteurs. Alors, la loi fait qu'on sanctionne davantage les auteurs, mais il faut aussi, au-delà de les sanctionner, il faut aussi traiter. Parce que l'idée, c'est pas non plus toujours de soigner, mais il faut traiter le mal à la racine. Et le mal à la racine, c'est les auteurs de violences. C'est les violences qui sont perpétrées. Et en fait, sans auteur, il n'y a pas de victime. Donc il faut qu'on arrive à lutter contre la récidive qui est encore trop importante dans notre pays. Alors comment on fait ? On a créé 30 centres de prise en charge pour auteurs de violences. Ça, c'était en 2020-2021. Donc ils sont effectifs. Ils rayonnent sur la quasi-totalité des départements français. Moi, je connais bien, pour ceux qui sont, j'ai entendu qu'il y a quelques Girondins, pour la Nouvelle-Aquitaine, par exemple, il y a Limoges, il y a Bordeaux et il y a Pau. Ça permet donc de rayonner aussi sur les départements voisins. Il faut savoir que ces centres, ils ont accueilli jusqu'à 14 000 auteurs l'année dernière. C'est un traitement qui est un traitement psychologique, un traitement aussi des addictions, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'alcoolémie, notamment lorsqu'il y a des violences au sein du couple, et puis aussi de la réinsertion professionnelle. Et tout ça, ça permet, à défaut, même si l'auteur ne recommence pas, ne réitère pas avec la même compagne, si on ne le traite pas, il recommencera avec la prochaine. Et donc, en fait, c'est un cycle infernal, c'est un continuum des violences, et il faut qu'on arrive à enrayer cela. Et donc, vous dire, madame, que c'est quelque chose que nous faisons. Vous abordez la question du logement et pourquoi on favorise plutôt le départ des femmes. Vous savez, je vous l'ai dit, la priorité,
c'est de mettre les femmes en sécurité. Aujourd'hui, on n'a pas la garantie que le conjoint ne reviendra pas ennuyer sa femme et ses enfants sur le lieu de domicile, sachant qu'il le connaît. Et donc, c'est vrai que les associations sont très sensibles au fait qu'on mette en sécurité d'abord les femmes et ensuite, évidemment, trouver une solution. Je sais que ça tombe pas sous le sens. Je sais qu'on a envie de dire, mais c'est pas à elle de partir avec ses enfants. Je le comprends tout à fait. Mais je ne peux pas imaginer non plus qu'on ferait la chose inverse et qu'on mettrait une femme en danger. Donc, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à sortir les femmes du domicile. Il faut savoir qu'il y a des places qui sont réservées pour les auteurs. Aujourd'hui, il y a plus de 400 places qui sont réservées pour les auteurs. Je tiens à vous dire que la ligne budgétaire, elle n'est pas dépensée à son maximum. Donc, on voit bien qu'il y a aussi un travail à faire parce qu'en effet, il y a des auteurs aujourd'hui qui sont soignés, qui sont accompagnés dans les centres de prise en charge pour auteurs qui pourraient dormir dans ces hébergements d'urgence et de laisser donc ces femmes et leurs enfants dans le domicile. Donc je pense que c'est quelque chose à pousser, mais pas à systématiser, parce que l'objectif, ce n'est pas de mettre évidemment en danger la femme et les enfants. Vous dire que depuis 4 ans, je vous ai dit qu'on agit, mais on se rend compte, et de toute façon les chiffres parlent pour eux, on ne peut pas se satisfaire de la situation. On a eu 118 féminicides l'année dernière, 95 là depuis le début de l'année, donc la situation, elle n'est pas satisfaisante. Et je sais que vous avez besoin d'être accompagnés dans les territoires parce que ce sujet, s'il apparaît aujourd'hui comme une thématique avec autant d'élus présents, c'est bien que ce sujet, il arrive dans vos communes, vous êtes sensibilisés à cette question et je pense particulièrement aux élus et aux agents des CCAS qui sont de plus en plus sollicités sur ces questions. Et donc, on essaye de développer, évidemment, avec à l'attention des associations, parce qu'elles nous sollicitent et elles nous demandent de déployer de nouveaux outils, et c'est ce que nous tâchons de faire en répondant évidemment aux besoins du terrain, c'est notamment le PAC Nouveau Départ. Là, il y a le PAC Nouveau Départ qui se déploie dans 5 départements. Donc il y a le Val d'Oise, il y a également les Bouches-du-Rhône, la Côte d'Or, on a également la Réunion et le Lot-et-Garonne. Ces 5 départements vont avoir un agent de la CAF qui va coordonner le départ des femmes en lien avec les associations qui accompagnent déjà les victimes. Parce que chaque association a un peu sa spécialité, sa capacité de réponse, et en fait, il faut aussi coordonner. Vous savez, il y a en moyenne 7 allers-retours avant que la femme quitte définitivement son agresseur. Ça veut dire que 7 fois, elle revient au domicile. Donc, ce n'est pas uniquement parce qu'il y a de l'emprise et que le conjoint les aurait convaincus qu'il faut absolument rester au domicile. C'est aussi parce qu'il y a des contraintes qui sont financières, des contraintes administratives, des contraintes pour la recherche d'un logement, pour la garde des enfants. Et donc, on souhaite faciliter ces départs avec justement un agent coordinateur de la CAF qui va aider justement au départ. Donc, ces 5 départements seront en pilote. Et puis, on met en place aussi une aide financière, parce que c'est souvent le nerf de la guerre, hein, on ne part pas sans argent. Et on sait combien, on parle des coûts, on parle des violences verbales et physiques, mais il y a aussi, bien sûr, les violences économiques qui sont exercées sur les femmes. Et donc, on aura l'aide universelle d'urgence qui est déployée. Cette aide, elle va de 243 € à plus de 1 300 €. Pour vous dire, par exemple, une femme qui décide de quitter le domicile et qui n'a pas le sou, qui peut demander une aide. Donc, si elle est, par exemple, elle gagne le SMIC, elle a 3 enfants, elle pourra demander une aide elle aura 1 377 € pour l'aide au départ, ce qui permet donc d'advenir aux premières dépenses lorsque on part précipitamment du domicile. Je pense que je suis un peu longue et vous êtes en train de me rappeler qu'on doit rendre la salle. Je trouvais le meilleur moyen, mais je ne voulais pas vous interrompre parce que c'est très très important, mais malheureusement, comme vous le savez, on a aussi une table ronde derrière. J'entends bien. Et je ne sais pas si vous aviez pu finir votre propos. Je voudrais juste répondre à madame sur la sensibilisation. Au-delà des outils qu'on porte, et qu'on vous met à disposition parce que l'objectif, c'est que ce soit évidemment concrètement déployable dans les territoires. Donc moi, je serai évidemment très attentive aux retours que vous pourrez me faire. Je voulais vous dire que ça passe aussi par la sensibilisation dès le plus jeune âge. Vous avez raison. Et je ne retire pas la responsabilité des parents. Les parents doivent jouer leur rôle. Et ils doivent aussi apprendre, en fait, que nous sommes dans une société égalitaire et qu'il n'y a pas d'inégalité entre les filles et les garçons. Pourquoi ? Je vous dis ça parce que je le retrouve dès le plus jeune âge. Quand on pose la question à des filles de CP, plus de 9 filles sur 10 lèvent la main lorsqu'on leur demande si elles se sentent inférieures aux garçons.
Donc c'est quand même déjà dès le plus jeune âge. Et au-delà de la question, et vous avez raison, c'est l'obligation de respecter la loi. Et donc on a demandé au Conseil supérieur des programmes, donc ça c'était au printemps, le Conseil supérieur des programmes rendra sa copie en décembre, c'est leur demander un programme dédié. On va le généraliser sur l'ensemble de la France. Donc tous les établissements français vont pouvoir donner ces cours. Jusqu'alors, ça ne fonctionnait pas aussi parce qu'en fait, il n'y avait pas de cours dédiés, c'est-à-dire que c'était au gré des associations qui pouvaient intervenir localement. Donc là, ce sera des cours dédiés. Le personnel de l'éducation nationale sera formé. Ce sera le prof le plus habilité, le professeur principal, peut-être l'infirmière scolaire ou le CPE qui viendra intervenir, faire ces 3 cours. Et donc l'idée, c'est que ce soit mis en place rapidement. Donc j'ai vu avec mon collègue Gabriel Attal, on est évidemment dans cette lancée. L'idée, c'est de décharger en partie les associations, non pas qu'elles ne soient pas compétentes pour le faire, mais elles continueront d'intervenir au gré des demandes des chefs d'établissement pour compléter le cours qui sera proposé par le Conseil supérieur des programmes. Voilà ce que je tenais à dire pour conclure, monsieur. Merci beaucoup, Madame la Ministre. On peut vous applaudir, vous remercier de votre présence. Je voudrais juste en profiter que Madame Muriel Fabre, la secrétaire générale de l'AMF, ainsi que les coprésidentes, vous remettent officiellement ce guide pratique qui a été élaboré. Et puis, on pourra faire peut-être une photo, vous remettre officiellement ce guide et évidemment remercier l'ensemble des intervenantes et des intervenants. Vous remercier toutes et tous d'avoir été présents et on va laisser la place pour l'atelier suivant. Évidemment, vous pouvez poursuivre les discussions après. Merci à toutes et à tous. Merci pour ce guide pratique. C'est vraiment très bien que vous en fassiez la grande cause du mandat. On a besoin de tout le monde. Tout le monde peut agir. Merci à tous. Merci. Merci infiniment.